Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information en visite d'amitié et de travail. Le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, est reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. La lutte contre le terrorisme avec un point de mur, le sommet G5 Sahel France, Cap-Littoral N'Djamena en février prochain et le raffermissement de coopération bilatérale ont constitué l'essentiel des discussions entre les deux hommes d'État. Aussitôt, le sol français foulé. L'agenda du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prévoit une rencontre au palais de l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. Ce qui fut fait. C'est avec une grande fierté et un plaisir sans cesse renouvelé que les autorités françaises ont accueilli leur hôte de marque, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, un grand allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. En février prochain, à N'Djamena, le président de la République Idriss Déby Itno prendra les rênes de la présidence en exercice du G5 Sahel. La capitale tchadienne abritera à l'image des Pau en France un sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France. Le sommet de N'Djamena marquera le premier anniversaire du sommet de Pau qui avait concentré ses efforts dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. C'est donc un bon connaisseur du dossier de la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac, dont le Tchad et les Guillons, que les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon de la question. Idriss Déby Itno a fait le déplacement de l'Élysée pour imprimer également une nouvelle dynamique à la riche et fructueuse coopération bilatérale. La rencontre entre les deux hommes d'État, élargie aux deux délégations, a duré presque 2 heures et s'est déroulé dans une atmosphère très détendue et dans un esprit de confiance et de respect mutuel qui a toujours caractérisé les relations franco-tchadiennes. C'est le reflet d'une amitié inoxydable et de lendemains meilleurs entre le Tchad et la France. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabo-Fodou, a présidé ce matin la réunion de suivi de l'état d'avancement des actions du processus du déploiement et approvisionnement en cours du vaccin contre la Covid-19 COVAX au Tchad. On fait le point avec Mohamed Omar Moursal. Décembre dernier par l'Assemblée nationale, le plan du déploiement et approvisionnement du vaccin contre la Covid-19 COVAX au Tchad a été présenté ce matin au ministre de la Santé publique par le Comité national de coordination de la préparation du Tchad à l'introduction du vaccin contre la Covid-19. Un comité conduit par Dr Ismaël Bahar Bachar. Le coût global de ces vaccins s'élève à plus de 13 milliards de nos francs, y compris le frais de transport et de conservation. En matière de conservation du vaccin, le pays dispose déjà 6 frigos de 200 mètres cubes chacun, avec une température de moins de 80 degrés et une chambre froide de moins de 20 degrés, a indiqué le coordonnateur du dit comité. Selon le ministre de la Santé publique, les orientations sont données pour accélérer les procédures. Notre pays se prépare activement à accueillir ces vaccins. Nous sommes rassurés quant à l'état d'avancement de ces préparatifs. Nous sommes à 60% et nous avons toutes les raisons de penser que d'ici la date butoir du 25 janvier, notre plan sera prêt et soumis au comité régional qui est chargé d'évaluer notre plan et de programmer notre pays pour être servi
en vaccin. Pour le ministre de la Santé publique, la vaccination est gratuite mais facultative. La vaccination ne sera pas obligatoire, ça, je pense que c'est clair, ça a été tranché par le maréchal du Tchad. Nous nous acharnons pour obtenir ces vaccins et les mettre à disposition de nos compatriotes. Une fois que ces vaccins sont disponibles, bien évidemment, chaque Tchadienne qui voudrait se faire vacciner se présentera au centre de vaccination dédié pour recevoir la première dose et puis ensuite la deuxième dose. Donc bien évidemment, il n'y aura pas d'obligation à se faire vacciner. La première phase de vaccination touche 3 à 5% de la population tchadienne. Les premiers à bénéficier de ces vaccins sont les agents de la santé et les personnes les plus âgées. Juste après cette réunion, le ministre Abdoulaye Sabr Fadel a visité les différents services des grandes endémies. Le ministre est allé constater le fonctionnement de certaines structures et de matériel de travail en cette période de la pandémie de Covid-19. Youssouf Abdourahmane Alikat. Cette visite aux grandes endémies a permis au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabr Fadel, de constater la disponibilité des 3 frigos dédiés à la conservation des vaccins de routine et de la dotation des provinces. Ces frigos serviront aussi à la conservation de la prochaine dotation du vaccin anti-Covid. Dans cet entrepôt du programme élargi de vaccination où se trouvent 5 chambres froides de grande capacité de conservation. Le gouvernement a beaucoup investi dans le domaine de la santé publique, qui a toujours constitué la première priorité du maréchal du Tchad. Vous l'avez constaté avec moi derrière des équipements de haute gamme qui ont été acquis sur les ressources de l'État, dont les 3 frigos à moins 80 qui peuvent nous servir à stocker les premières livraisons des vaccins contre la Covid. Il y en a 3 actuellement dans l'entrepôt. Il y en a 5 d'autres qui sont initialement déposés dans d'autres centres de santé. Ils sont en cours d'acheminement pour venir renforcer notre capacité de stockage du vaccin anti-Covid qui devra nous être mis à disposition au courant du premier trimestre 2021. Ça, c'est les premiers points. Et puis le deuxième point, vous avez vu les différentes chambres froides où sont stockés les vaccins. La vaccination est un exercice déterminant en matière de santé publique. Et ce n'est pas pour rien que les chefs de l'État ont été depuis toujours les champions de la vaccination. Nous avons déjà effectué des campagnes de vaccination, une contre la polio, une autre contre la rougeole, qui se poursuit d'ailleurs dans certaines provinces. Au Centre international de vaccination, le ministre a rencontré les responsables de ces services. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a relevé des insuffisances dans la délivrance des carnets de voyage. Et le service qui est en charge de la délivrance des carnets de vaccination va être non seulement sollicité, mais il va être aussi scruté de très près. Il n'est pas exclu que des pays puisse exiger qu'une personne soit préalablement vaccinée avant de pouvoir voyager. C'est tout à fait envisageable. Et nous devons veiller à ce que ces services soient crédibles, qu'ils soient modernisés, qu'ils soient efficaces. Et pour l'instant, nous avons constaté malheureusement que ce n'est pas le cas. Donc nous allons engager les réformes qu'il faut pour régler tous les problèmes qui se posent au niveau de ces services. Un sentiment de satisfaction anime le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabr Fadel, au niveau des 2 dernières étapes de sa visite. Il s'agit du laboratoire du programme national de lutte contre la tuberculose et celui de lutte contre la lèpre.
Le corps médical de l'hôpital provincial de Farsha fait un travail fort appréciable dans le cadre de la prise en charge de malades du Covid-19. Ce métier n'est pas sans risque de contamination pour ce dernier. Une de nos équipes a fait une descente à l'hôpital de Farsha pour s'imprégner de réalité. Nous sommes au cœur de l'hôpital provincial de Farsha. Il est 8 heures du matin. Un climat de sérénité règne au sein de cette structure sanitaire. Les malades à l'entrée, l'ambulance les dépose au niveau du tri. On a une équipe qui est là, qui va trier. Et puis on va s'assurer d'abord. Si c'est un malade confirmé, on a des services qui sont destinés aux malades positifs. C'est-à-dire confirmé qui veut dire c'est des malades qui sont positifs du Covid. Et puis les malades suspects, on a un service, le service de la médecine 1 qui est là, réservé pour les malades suspects. On va les mettre là-bas, en observation, on va les prélever. En attendant les résultats, ils vont rester ici à médecine 1. De cette étape, le cap est mis sur la réanimation, un des services où le corps médical et les patients sont en contact permanent. Ce qui fait justement qu'en cas d'imprudence, le risque de contamination est élevé. Le service de réanimation, ce sont des gens qui ont des détresses respiratoires. Et donc, du coup, comme le cas du patient, on est là, il est sous oxygène, il ne peut pas forcément porter de masque. Donc, les personnels de santé qui entrent dans le service de réanimation, ils doivent être complètement protégés. C'est-à-dire, ils doivent porter les équipements complets, les masques FFP2 et des gants, afin de ça, parce que les malades, ils sont aussi gravataires. Donc, ils doivent effectivement les aider, les mobiliser. S'ils ont besoin de faire les besoins, ils sont tout le temps avec eux. Et pour cela, le personnel qui travaille à la réanimation, ils doivent être complètement protégés. Pour passer d'un service à un autre, il faut nécessairement se faire désinfecter. À ce niveau, les hygiénistes jouent leur partition. La médecine D, c'est un service où on admet les malades confirmés asymptomatiques qui n'ont pas de problème, qui vont rester et puis finir leur séjour. Ici, c'est les mesures barrières strictes qui est respectée. Comme vous le voyez, nous sommes en combinaison, on est bien habillés, on a les masques FFP2 pour se protéger. Aussitôt sorti d'un service à un autre, on est pulvérisé automatiquement par un hygiéniste pour dégager les virus. L'hôpital provincial de Farsha dispose de 5 équipes, composées chacune de 18 membres. Chaque équipe travaille 24 heures sur 24. Un véritable travail de titan. Malgré cet effort, le corps médical est souvent stigmatisé. Évidemment, c'est pas facile. Effectivement, là, vous parlez de la stigmatisation. Et la stigmatisation du personnel médical, la stigmatisation des patients qui ont la Covid-19, elle est réelle. Et puis, effectivement, même nous, les personnels de santé, quand on rentre, déjà, dans nos familles respectives, c'est ce qu'on conseille tout le temps au personnel, de rester isolé. Parce que nous, effectivement, comme on côtoie le virus tout le temps, on peut facilement infecter. Et donc, quand on rentre à domicile, normalement, les personnels, moi, personnellement, je vis dans ma chambre, je suis isolée, j'ai mes ustensiles. Et aussi, on évite aussi on respecte le plus que possible les mesures barrières. On évite de visiter la famille et ainsi de suite. Le risque est grand, il est indéniable. Respectons scrupuleusement les mesures barrières afin d'être à l'abri de ce virus. Nokour Barkay, Onama, hôpital provincial de Farsha. Une délégation conduite par l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaycisis, a visité l'ONAMA, une visite qui a permis à la délégation de changer avec les responsables de cette institution sur les relations qu'entretiennent le Tchad et la Turquie dans le domaine des médias audiovisuels. Guillaume Bengueri. C'est une visite effectuée par l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaycisis, à l'Office national des médias audiovisuels ONAMA. Le diplomate turc est venu échanger avec les responsables de cette institution sur les relations de coopération qu'entretiennent le Tchad et la Turquie dans le domaine de la communication audiovisuelle et surtout de l'organisation prochaine du sommet du tourisme qu'abritera le Tchad. Nous avons une coopération entre la radio-télévision turque et l'ONAMA qui a été signée en 2015. Dans le cadre de cette coopération, nous avons reçu il y a 2 jours l'équipe de la télévision turque. Et ils vont faire un documentaire au nord du pays pour
filmé pour montrer les beautés du pays Tchad. Cette visite est appréciée par le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels. Pour nous, c'est vraiment une grosse fierté et surtout avantage. Et l'ONAMA mettra en place une petite équipe qui va aussi accompagner ces missions de tournage. Il nous reste vraiment à remercier naturellement donc, au nom de l'État, au nom aussi de notre structure, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, toute la délégation qui l'accompagne, et surtout aussi remercier la radio-télévision turque de cette coopération, à mon avis, très agissante qui est pour nous très bénéfique. Le diplomate turc réitère l'engagement de son pays à accompagner le Tchad dans le cadre des médias audiovisuels, un partenariat qui s'annonce fructueux dans un projet à venir. Et puis cet arrêté numéro 3 portant interdiction d'une manifestation, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration arrête. Article 1. La manifestation de la coordination du mouvement panafricain du rejet du CFA MPRF-CFA prévue le 20 janvier 2021 à 9h en N'Djamena devant l'ambassade de France et la base militaire française initiée par le dit mouvement est strictement interdite. La recrudescence de la pandémie de Covid-19 n'est pas de nature à favoriser une telle manifestation dans la ville de N'Djamena. Article 2. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. N'Djamena, le 19 janvier 2021, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Mamataïr Orosi. Une mission du mouvement patriotique du salut conduite par le secrétaire général adjoint chargé de communication Jean-Bernard Padaré séjourne dans le Mayo-KBS. La mission a tenu une séance de travail hier à Galindeng avec les responsables administratifs, politiques et traditionnels. La question de la cohabitation pacifique au centre des échanges d'Indimité d'Imassal. À Galindeng, première étape de la mission, la délégation a eu une séance de travail avec les représentants des agriculteurs, des éleveurs, des chefs de canton et de FERIC. Après l'intervention du secrétaire exécutif d'un PES du département de Mayo-Lémier, Harina Noyoum, et celle du secrétaire général provincial du MPES du Mayo-Kébi-Est, Lizadi Abdelbanad Ouvala, le secrétaire général adjoint du MPES, chargé de la communication et porte-parole, Maître Jean-Bernard Padaré, a déploré ce sempiternel conflit qui entame dangereusement la bonne cohabitation pacifique au Tchad en général et dans le Mayo-Kébi-Est en particulier. Le maréchal du Tchad, lors de son dernier séjour à Bangor, dans le Mayo-Kébi-Est, a promis beaucoup de choses. Beaucoup de projets, beaucoup de réalisations pour le développement de ce département charnière, de cette province importante. Mais pour que les réalisations promises puissent être effectives, il nous faut la paix. De leur côté, les représentants des deux communautés renseignent que la persistance de ces conflits est due à la mauvaise gouvernance par les autorités administratives et militaires de la province, mais aussi le non-respect des couloirs de transhumance et le changement climatique. À ces préoccupations, le chef de la délégation dit avoir pris acte et appelle les parties prenantes au dialogue. La solution, c'est éleveurs, agriculteurs, chefs traditionnels. Restez. Ils posent le problème. Vous aussi, vous en posez. Le chef traditionnel, il est dépositaire de nos us et coutumes. Il connaît mieux le terroir. C'est des choses qui sont essentielles. Discuter pour trouver un terrain d'entente. Mandat est donné aux secrétaires généraux, départementaux et provinciaux pour intensifier les campagnes de sensibilisation en vue d'une culture de paix et du bon vivre dans le Mayo-Lémier. Décision numéro 003 portant mise en place d'un comité d'organisation du 9e congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le secrétaire général décide, article 1er, il est mis en place un comité d'organisation du 9e congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Article 2, placé sous l'égide du secrétaire général, le comité a pour mission d'organiser le 9e congrès
congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Article 3. Le comité est composé comme suit. Président Abdoulaye Faddine Abderrassoul, premier vice-président Madame Ajtamad Brimé, deuxième vice-président Alikolo Touchaïmi, rapporteur général David Oudengar Garimadem, premier adjoint Ahmad Omar Ahmad, deuxième adjoint Madame Bainaï Eugénie, troisième adjoint Oumar Djimé Moussa, trésorier Choukou Koussou, trésorier adjoint Abdallah Taha, chargé du poivrement et embellissement Idriss Abdoulaye Kalakala, chargé du poivrement et embellissement adjoint Hamid Djumounou Djouma, chargé de finances Abakar Tahir Moussa, chargé de finances adjoint Adeli Taoussou, chargé de la mobilisation Madame Awagamane, chargé de la mobilisation adjoint Abakar Othman Djami, chargé du protocole Gelpina Boukar, chargé de la communication Abdoulaye Gartigina, chargé de la communication adjointe Madame Amina Priscille Longo, chargé de la sécurité Mohamed Abalisala, chargé de la sécurité adjoint Senoussi Mohamed Issa, membre Idriss Salih Bachar, Mohamed Geley Mchi, Ahmad Abakar Adjid, Madame Ramatou Mohamed Outouan, Mohamed Guindé. Article 4. Le comité peut, en cas de besoin, créer à son sein des sous-comités thématiques. Article 4. Le comité peut faire appel à toute personne aux compétences susceptibles de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 5. Le comité rend compte quotidiennement de l'avancement des travaux au secrétaire général du MPS. La direction générale de l'administration du parti assure le secrétariat du comité d'organisation. Article 6. Article 7. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature, sera communiquée partout où besoin sera. N'Djamena, 19 janvier 2021, Mohamed Zain Bada. Restons toujours en politique. Le parti ANA se poursuit la restructuration de ses organes de base en vue de mieux affronter les échéances électorales à venir. Les membres de 3 organes ont été installés par le président du parti, Mohamed Nadif Youssouf. Dame que je vais pour donner une forte audience à cette formation politique dans leur département. À travers la mise sur pied de ces bureaux de soutien, ils ambitionnent implémenter dans le Dardababa les idéaux de ces partis alliés à la majorité présidentielle. Avant que le président du parti, Mohamed Nadif Youssouf, ne renvoie les membres du bureau de soutien du parti Al-Nassour de Dardababa à l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général de cette formation politique, Mohamed Saleh Adout, les situe sur le défi électoral qui les attend. Promotion féminine exige, le parti Al-Nassour installe également les membres du bureau des femmes. Un bureau sur lequel le parti compte pour susciter l'adhésion de la jeune féminine qui constitue 52% de la population tchadienne. À ce bureau dirigé par Soumaya Massa, le président du parti Al-Nassour situe les défis. Les femmes constituent les 52% de la population tchadienne et ça, c'est une masse électorale à ne pas négliger. C'est pourquoi, dans notre parti, nous avons adopté une politique d'intégration de la femme tchadienne dans notre organe de parti Al-Nassour. Mohamed Nadif Youssouf exhorte les femmes de son parti à se positionner pour les élections à venir afin que la politique de la parité soit effective. La restructuration s'élargit également à l'organe en charge de la jeunesse. C'est ainsi que du sang neuf est injecté au rassemblement des jeunes du parti Al-Nassour qui est dorénavant dirigé par Abdeldahim Mohamed Saleh. Ce dernier rassure de la disponibilité de son équipe à œuvrer pour la pérennisation des idéaux de ces partis. Le président Mohamed Nadif Youssouf n'a pas manqué de rappeler aux jeunes la place de choix que le parti leur accorde, car rien de durable ne peut se faire sans l'implication de la jeunesse, martèle-t-il. La déléguée provinciale de l'action sociale du Salamat, accompagnée de son collègue de la santé publique, entame une tournée de sensibilisation dans les départements d'Aboudeya et du Barazoum. Il est question de livrer des messages essentiels en vue de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Mohamed Abdelbanat. Dans les soucis de protéger l'enfant, le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a mis sur pied des comités dans le village. Ces structures sont chargées de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et la promotion de l'enregistrement de naissance.
Pour la signature de l'engagement de la déclaration publique, la déléguée de la femme et de la protection de la petite enfance, Fatime Ali Ousmane, accompagnée de son collègue de la santé publique et de la solidarité nationale, Ella Tiamat Idriss, s'est rendue dans les cantons Yalnas et Arab Rachid, département d'Aboudéa, puis Kibet Angreb et Salamat 1 dans le département de Barazoum. La déléguée de la femme et de la protection de la petite enfance a déclaré que l'enfant est l'avenir de la communauté et doit être protégé par toutes les instances. Les chefs des cantons se sont engagés en signant respectivement la déclaration tout en exhortant les populations au respect strict des lois interdisant ces pratiques. Pour leur part, les excisés ont exprimé leur engagement à ne plus pratiquer les mutilations génitales féminines. Quant à la déléguée de la femme, d'autres emplois seront trouvés à ces dernières. Et puis cette information en brève image pour la suite du journal. La communauté tchadienne vivant en Angleterre vole au secours d'un couple qui a donné naissance à un triplé. Un don a été remis ce matin au nouveau-né. Selon la trésorière de la communauté des Tchadiens, cette assistance vient redonner du sourire à cette famille. Occasion pour Baïlassem avancé, père de nouveau-né, de remercier ce geste de la communauté tchadienne vivant en Angleterre. Il s'est tenu cet après-midi dans les locaux de l'Université Roi Faisal une rencontre de membres du bureau exécutif sortant de l'Union nationale des étudiants tchadiens et le conseiller du chef de l'État à l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massar Hissène. Ordre du jour, préparatif des élections du bureau exécutif de l'UNES, session de l'Université de N'Djamena. Ali Ibrahim Suleiman. Le bureau exécutif sortant de l'Union nationale des étudiants tchadiens, arrivé en fin de mandat, a eu une rencontre avec le conseiller du chef de l'État à l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massar Hissène. L'objectif de cette rencontre est l'organisation de la prochaine élection du nouveau bureau exécutif de l'UNED. Les membres du bureau exécutif sortant de l'UNED ont tenu à remercier les plus hautes autorités du pays pour leur soutien sans faille aux étudiants tchadiens. Le bureau exécutif rassure les étudiants de la tenue de nouvelles élections libres et transparentes dans un bref délai. Par l'intervention du conseiller, nous sommes arrivés au moins à un peu calmer la situation. Et maintenant, à la veille de la reprise, il est question au moins de revoir le processus. Comment faire pour qu'il y ait la calmie pendant la reprise et quelles sont vraiment les modalités pour que nous puissions vraiment organiser les élections dans la quiétude, dans la transparence, pour qu'une nouvelle équipe puisse venir nous relever. Le conseiller du chef de l'État à l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massar Hissène, a remercié le bureau sortant de l'UNED pour la confiance placée en sa personne afin d'accompagner et de superviser les élections du bureau exécutif. Dr Hissène Massar Hissène d'affirmer que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno fait de la situation des étudiants l'une de ses priorités. Pour preuve, le conseil du chef de l'État à l'enseignement supérieur cite entre autres la création du Centre national des œuvres universitaires CENU qui assure l'alimentation et le transport des étudiants. L'artiste musicien Caleb Rim Tobaï alias Afrotonix représente le Tchad au concours de meilleurs vidéoclips des artistes du continent, le prix MTV Africa Music Awards 2021. La deuxième phase de ce concours porte en ce moment sur le vote des internautes. Innocent Clayou. En novembre 2019, Caleb Rim Tobaï alias Afrotonix fait la fierté du Tchad en remportant le prix des meilleurs DJ africains au prix Afrima. Pour cette nouvelle année, l'artiste tchadien vient d'être nominé au prix MTV Africa Music Awards 2021. Créé en 1984 par la chaîne télévisée américaine MTV, ce prix récompense les meilleurs vidéoclips il suffit d'aller sur le site. Le résultat du concours MTV Africa Music Awards Mama 2021 sera connu à Kampala, en Ouganda, le 20 février 2021.
Le clip Solal de Caleb Rimtobaï qui relate le Tchad en miniature, plus les votes des internautes, permettra à l'artiste d'arracher ce prix tant convoité. L'actualité internationale nous conduit ce soir aux États-Unis d'Amérique à quelques heures de la prestation du serment officiel du président élu Joe Biden. Des éléments de l'armée américaine, de la police et des étudiants de la Harvard University participent à une répétition générale pour marquer l'investiture du président élu devant la Maison-Blanche à Washington. Le centre-ville de Washington aux allures de camp retranché à 48 heures de la cérémonie d'investiture du président américain élu Joe Biden. Un événement placé sous haute surveillance. Des milliers de soldats de la garde nationale de l'armée de réserve américaine ont déjà été déployés. Ce sont au total 25 000 hommes à être mobilisés dans la capitale pour protéger une large zone rouge allant de la colline du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment à la Maison-Blanche. Des ouvriers installent des centaines de milliers de drapeaux des États-Unis et d'États américains sur la pelouse du National Mall à Washington pour représenter les citoyens qui ne pourront pas assister à l'investiture de Joe Biden. Selon un récent rapport interne du FBI cité dans les médias américains, un groupe armé identifié se prépare à prendre d'assaut des bâtiments gouvernementaux dans les 50 États américains et dans la capitale, dans les jours prochains, et ce, jusqu'à l'investiture du président démocrate. Le FBI évoque notamment la mouvance d'extrême droite Boogaloo qui prône la guerre civile pour renverser le gouvernement et c'est des menaces dans les États du Michigan et du Minnesota. Joe Biden a dévoilé une semaine avant son entrée à la Maison-Blanche un nouveau plan de relance d'urgence de 1900 milliards de dollars censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 30 et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. Il a notamment promis la création de millions d'emplois dans l'industrie manufacturière, secteur cher au président sortant Donald Trump. Voilà, ainsi donc c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir et à demain, Inch'Allah.